Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des économistes, l'émission ultra néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Lisa Kamenersig, maîtresse d'école, chroniqueuse et essayiste, et Erwan Keinec, docteur en sciences de gestion et maître de conférences des universités. Voilà, alors le thème de l'émission du jour, je vous présenterai mes invités un petit peu plus longuement dans quelques instants. Le thème de l'émission du jour, c'est surtout un commentaire de l'actualité économique et politique. Je crois que Erwan Keinec souhaitait parler de diverses choses, mais de toute façon, j'ai des sujets. Euh, et, euh, et d'ailleurs, j'ai deux sujets. J'ai Dieu est dans les détails, un sujet voilà, très adapté à cette semaine pascale, puisque nous sommes pile entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques. Et puis un autre sujet qui est pourquoi taxer les riches nous appauvrit, puisqu'il est de plus en plus question de... chaque fois, le gouvernement dit on n'augmentera pas les impôts, mais on comprend que c'est pour les classes moyennes. Bon, voilà. Ils ont déjà décidé d'ailleurs de reconduire la taxe, l'ultra-taxe exceptionnelle pour les riches pour le budget 2026. Ça, c'est déjà acté. Pour l'instant, je crois qu'il y a toujours débat pour la taxe, la taxe exceptionnelle pour les super profits des méga entreprises. Je ne sais plus. En super. Voilà. Donc Lisa Kamenersig, vous êtes maîtresse d'école, donc chroniqueuse essayiste, comme je le disais. Vous avez été la maîtresse radioactive sur RTL pendant la période du Covid, quand le pouvoir avait fermé les écoles. Vous avez publié La Grande Garderie chez Albin Michel, excellent livre qui mêle des analyses théoriques pointues avec votre expérience concrète de maîtresse d'école. Et puis vous êtes également chroniqueuse au Point. Vous publiez aussi dans Le Figaro. Vous avez co-signé récemment un article avec David Lisnard sur le plaisir de lire et la façon dont on en dégoûte les enfants. Vous pouvez peut-être en dire deux mots d'ailleurs. Oui, non, c'est fait suite à la publication des résultats d'une étude du Centre national du livre, qui publie chaque année une étude sur les pratiques de lecture des Français. Et oh surprise, les Français ne lisent plus. Et oh surprise, surtout les jeunes ne lisent plus. Donc, chaque année, c'est un peu plus catastrophique. Et j'en ai profité donc pour écrire avec David Lisnard une tribune dans laquelle on défend l'idée que tout est fait pour que les enfants, les jeunes gens soient dégoûtés de la lecture, notamment les méthodes d'enseignement de la lecture, puisqu'aujourd'hui, la méthode dite mixte règne encore dans les écoles. Et quand on dit méthode mixte, en réalité, c'est une méthode globale déguisée, qui fait que les élèves arrivant en sixième sont quand même, je crois, à peu près un quart des élèves de sixième qui ne lisent pas couramment. Et que voilà, quand on n'a pas appris à lire correctement, on ne peut pas trouver du plaisir à lire un roman, un récit ou même un album documentaire, que tout est sujet à évaluation, QCM, voilà, qu'il y a le quart Questionnaire choix d'heure de multiple, oui. voilà, Oui. pardon, oui, Non, non, mais tout va questionnaire à bien. choix Oui, multiples, qu'il y a des quarts d'heure de lecture obligatoire dans les écoles. Donc vous imaginez bien que les élèves tournent les pages, sous l'œil, on va dire inquisiteur d'une maîtresse qui regarde qu'ils soient bien en train de lire et pas de s'écrire des petits mots ou de ne rien faire, tout De simplement. regarder seulement les images. De regarder dehors, enfin Oui, voilà, oui, de regarder les images éventuellement. puisque ce sont des mangas qui Hem, parfois alors voilà, assez que, les parents, s'indignent que leurs enfants ne lisent pas, mais passent eux-mêmes énormément de temps sur les écrans et rendent désirable la pratique, rendent désirable les écrans, puisque les enfants se disent: «Ben, les gens qui sont libres, les adultes sont libres, hein». Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont du temps? Bah, ils sont sur leur ordinateur, sur Facebook, sur, je sais pas quoi. Donc en fait, tout ça concourt à fabriquer des enfants non lecteurs. Là, en plus, il y avait le festival du livre. Tout le monde se réjouissait qu'il y ait, de nombreuses personnes, qui fréquentent ce festival. Moi, pour moi, c'est du festivisme, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va au festival du livre qu'on lit. Il y avait La Heu, Fureur de lire qui avait été lancée oui, par Jack Lang, qui a duré quelques années. D'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres pays qui l'ont reprise, mais en tout cas, comme la fête de la musique, c'est voilà, c'est ça, oui, oui, ça a eu du succès. La Fureur de lire. oui, Je me souviens d'un article de Jean-François Revel qui s'étonnait quand même oui. du choix du mot. Il y a aussi c'est les contenus Ouais. des programmes, hein, puisqu'il y a chaque année, l'éducation nationale publie une liste indicative des œuvres, si je peux appeler ça comme ça, c'est un grand mot, qui devraient être présentées aux élèves. Alors moi, je connais particulièrement bien celle de cycle 3, c'est-à-dire qui s'adresse aux élèves de CM1, CM2, 6e, dans lesquels on trouve des choses comme, Monsieur Crocodile a beaucoup faim, Ah, Mon prof j'adore est un celui-là. troll, Sans culotte et sans papier, bref, de la littérature très engagée toujours. Et puis, qui évidemment s'acharne à déconstruire
la littérature classique, les récits, etc. Et forcément, on se retrouve avec des enfants qui n'aiment pas lire et on les comprend. Oui, Voilà. non, bien Donc sûr, bien c'était le sûr, oui. propos Ah oui. que je tenais avec David Lisnard et là, nous concluions tous les deux qu'il fallait remettre donc la littérature classique à l'honneur à l'école et apprendre aux enfants à lire correctement dès le CP. Oui, oui. Une réaction, non, sur le sujet? Oui, je me suis, récemment rendu compte que ces méthodes de lecture, dites mixtes, qui finalement sont globales, qui parfois d'ailleurs se disent semi-globales ou que parfois ne disent pas leur nom, mais sont néanmoins, semi-globales, apprennent aux enfants à reconnaître les mots finalement les plus difficiles au départ. C'est-à-dire que C apostrophe EST, qu'un mauvais lecteur pourrait lire «keust» ou enfin, je veux dire, quelqu'un qui commencerait avec une méthode syllabique aurait du mal à, enfin, à analyser, ou le mot eau, EAU, hein, qu'on ne sait pas trop s'il faut le dire EAU, enfin, etc. Enfin, et en fait, on apprend aux enfants à photographier ces mots-là pour les reconnaître comme on reconnaît une forme plutôt que apprendre à déchiffrer. Et en fait, on leur met le cerveau à l'envers dès le départ avec ce système-là. On les prive Puis de grammaire aussi. c'est ça. Mmh. Alors, en plus, on les prive de grammaire, mais précisément, la méthode du b.a.-ba permet de commencer, Ouais. voilà, enfin, avec les lettres et les syllabes, et cetera. Et puis ensuite, on arrive aux exceptions et on apprend les apostrophes, on apprend O, EAU, et cetera. Enfin, exception. Puis, Mmh. après avoir appris d'ailleurs le son OAU avant de rajouter le E, et cetera. Enfin, en tout cas, je me souviens encore de mon apprentissage de la lecture avec la méthode Bochet, avec ma mère. Et donc oui, je pense que enfin, puisqu'on se rend compte finalement qu'il y a des enfants qui font le chemin à l'envers et à qui on donne ces méthodes dites semi-globales, mais qui sont globales, et qui arrivent à retrouver finalement le système de décryptage et de décodage, mais il y en a beaucoup qui sont perdus pour toujours, hélas, et dans tous les milieux, parce qu'on a commencé avec ces méthodes de lecture-là. Mmh. Et jusqu'à la fin de leur vie, finalement, ils essaieront de deviner les mots, et à chaque fois qu'ils tomberont sur un mot nouveau, Mmh. ils liront autre chose que le mot, parce Mmh. qu'ils chercheront toujours à reconnaître parmi le lexique, Alors, ce qu'il le faut faible savoir, c'est lexique que qu'ils ont. Oui. ces On méthodes les ont a quand quand même même essayés. été interdites par l'éducation nationale, que le Figaro a publié il y a 2 ans une étude assez approfondie sur le fait que les professeurs faisaient de la résistance. En fait, ils ne veulent pas réapprendre à enseigner. Et il faudrait former les professeurs avant d'espérer que ça change. L'éducation nationale a fait une liste des manuels qui étaient indiqués pour apprendre à lire aux élèves de CP. Voilà, le problème, c'est que les professeurs, ne modifient pas leurs pratiques. Donc et n'admettent même pas qu'ils utilisent une méthode mixte. Moi, Oui, j'ai eu l'exemple, concret, oui, oui. voilà, j'en ai discuté avec des collègues qui ne comprennent pas, qui sont incapables d'analyser le fait que je dis «elles» utilisent, parce que c'est majoritairement des femmes, qu'elles utilisent une méthode basée sur la reconnaissance des mots et non pas la reconnaissance des caractères, le décodage, ce qu'on appelle Ah le oui, décodage. bien sûr. Donc il y a même je dirais une incapacité, Ah oui. à le faire. Donc il y a un problème professionnel, hein. C'est des gens qui ne sont pas suffisamment formés pour analyser leurs propres pratiques. Ah oui. Mmh. Erwan Keinec, vous êtes docteur en sciences de gestion et maître de conférences des universités. Comme je disais, vos recherches portent sur l'économie, l'administration des organisations sans but lucratif, hein, les organisations non gouvernementales, comme on les appelle, ONG, même si la plupart reçoivent des subsides monstrueuses. Ça dépend lesquels, mais ça peut Non, ça non, peut arriver. je Alors dis la plupart, je dis la oui, plupart, oui. mais je ne Oui, veux pas être... oui, oui. voilà. Les organisations médico-sociales aussi. Voilà, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez eu un poste à Médecins sans frontières, gestionnaire pratique au Mozambique, cadre à Paris. Voilà, vous avez marqué beaucoup d'intérêt pour les process de gestion, la recherche de performance dans une organisation qui n'est pas guidée par le profit et le rapport entre l'entreprise et l'écologie, etc. L'économie des EHPAD aussi est une de vos Oui, spécialités. oui. Voilà, et vous enseignez dans un master de management des organisations ou d'administration des organisations, mais je crois qu'on a déjà eu un débat sur le terme. Bon, peu importe. Management Oui. des organisations Voilà, sanitaires management et sociales. sanitaires et sociales à l'université. Bien, bien. Et puis vous avez écrit Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs avec Jean-Pierre Chamou et Max Falk. Environnement, le temps de l'entrepreneur aussi, et les organisations non gouvernementales et le management, cette fois avec Jacques Galin, Oui, il y a en longtemps. 2004. Voilà, très bien. Un petit appel aux auditeurs. Alors, les auditeurs sont évidemment, enfin, si vous nous écoutez mercredi, ce mercredi 16 avril, dans la tranche de diffusion, midi 13h30, l'émission est diffusée en direct, donc vous pouvez poser vos questions. L'émission ensuite est rediffusée jeudi, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi, de minuit, et puis jeudi à partir de 16h.
Mais si vous nous écoutez en direct, oui, n'hésitez pas à nous poser vos questions ou de nous faire part de vos commentaires au secrétariat de Radio Courtoisie au 01 46 51 00 85 ou directement sur le site radiocourtoisie.fr ou par courriel courtoisie@radiocourtoisie.fr. Et je lance un appel aux auditeurs parce que j'ai une question que je me pose depuis désormais de nombreux mois. À chaque fois que je vais sur le site gouv.fr, là, les sites avec le petit drapeau français, je vois mais des milliers de pages. C'est-à-dire qu'on clique sur des trucs et il y a quand même des présentations des grands économistes. Hein, une présentation par le gouvernement d'Hayek. Si on va dans les ressources de l'éducation nationale, etc. Et alors, j'ai essayé plusieurs fois d'enquêter pour savoir combien il y avait de pages au total, etc. Donc, si quelqu'un est au courant, a des informations sur ces sites gouvernementaux, et d'ailleurs qui prennent tellement de place qu'aujourd'hui, dès qu'on fait des recherches sur des questions gouvernementales ou ministérielles, toute la première page de Google est entièrement consacrée au site gouv.fr. Hein, c'est-à-dire l'information. Il y avait une blague qui circulait il y a quelques années, c'était comment est-ce qu'on fait pour se cacher et être jamais vu? On va en page 2 de Google. Voilà, ça, et donc c'est ça. Alors toute la page 1 est entièrement occupée par les sites, le site gouvernemental. Et donc voilà, si vous avez des informations, ou si vous êtes informaticien et que vous savez remonter comme ça à l'intérieur d'un site pour calculer le nombre de pages qui sont intégrées dans ce site, vraiment j'aimerais savoir combien il y a de pages au total ou quel volume ça représente, etc. Bien. Parlons un petit peu d'actualité. Elisabeth Borne, peut-être que je redonne la parole du coup à Lisa Kamenersky, pardon. Qu'a dit Elisabeth Borne encore? Elisabeth Borne avait dit qu'il fallait orienter les enfants dès la maternelle. Oui. Dès la maternelle. Ensuite, alors elle s'est reprise pour dire le lendemain, en fait, on ne les oriente pas, on les éveille. Alors c'est sûr que c'est très très différent, mais qu'il fallait commencer à penser à l'orientation des enfants presque dès la maternelle. Je me souviens que le mot c'était ça. Alors je sais que vous êtes intervenu chez Apolline de Malherbe sur RMC pour en parler, mais peut-être qu'ici vous aurez plus de temps pour dire quelques mots. Je ne sais pas. C'était une manière de détourner l'attention, puisque le problème, c'est ce que les Français reprochent à Parcoursup. Pas que les Français, hein, un grand nombre d'hommes politiques. Hein. Je crois que même M. Bayrou s'est penché sur le problème. Voilà, et comme en fait, il y a eu dans les 20 dernières années une très forte massification des études, des étudiants, disons. Et donc, l'État se trouve en difficulté quand il s'agit d'orienter ses élèves dans la bonne filière universitaire ou la bonne école, disons. Oui. Donc, a mis en place un système que nos auditeurs connaissent sans doute, qui s'appelle Parcoursup. Pour peu que vous ayez des enfants en âge d'être bachelier ou futur bachelier, vous êtes déjà sans doute penché sur ce problème, parce que c'est un problème. Et Parcoursup ne fonctionne pas très bien, voire dysfonctionne complètement dans certains cas. C'est-à-dire que des très bons élèves se retrouvent à ne pas du tout avoir la filière qu'ils ont demandée. Inversement, des élèves très moyens ont le choix entre 3 filières, voilà, et parce qu'ils ont indiqué qu'ils étaient, je sais pas quoi, engagés dans telle association. Enfin, on ne sait pas très bien comment fonctionne cet algorithme, d'ailleurs, c'est bien le problème. Oui. Et donc, Madame Borne, plutôt que de répondre à la question et de mettre en place des mesures pour aider les Français à aider leurs propres enfants, a détourné la conversation en disant que voilà, c'était un peu de la faute des Français qui ne réfléchissaient pas avant. Voilà, c'est ça. Qui ne réfléchissaient pas, qui n'avaient pas encore réfléchi au moment où ils arrivaient à ce moment d'orientation, qui n'avaient pas encore réfléchi suffisamment à ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et je pense qu'elle a sa langue à fourcher, c'est pas possible autrement, parce que parler de la maternelle pour l'orientation, ça voudrait dire qu'on a à peu près la moitié de la France qui devient pompier et l'autre moitié de la France qui devient danseur, enfin danseuse. Ou princesse. Princesse, ou voilà, moi j'ai vu, il y a forcément dans les groupes sur Internet, les groupes de professeurs, tout le monde a pris ça à contre-pied, nous avons beaucoup ri. Et il y a des maîtresses qui ont demandé à leurs élèves de petite section, de moyenne section, de dire ce qu'ils souhaiteraient faire plus tard. Il y a des gens des enfants qui répondent licorne ou je sais pas, des camions. Enfin, ils ont 2 ans, alors ils veulent dire sans doute, je sais pas, conducteur de camion, mais ils répondent camion. Voilà. Donc, c'était sans doute une gaffe. Elle s'est reprise assez vite, effectivement, mais le problème subsiste. Parcoursup existe toujours. Je pense que les pauvres bacheliers de cette année vont encore y avoir droit. Voilà, alors que le principe, ça devrait quand même être la liberté pour une université de choisir les étudiants qu'elle souhaite recruter.
en fonction des demandes de ces gens-là. Ça devrait être une rencontre, on va dire, j'allais dire un peu contractuelle entre un étudiant qui a envie d'étudier à tel endroit et une université qui veut bien l'accueillir. Voilà, et ça ne se produit plus comme ça, en fait. Bien sûr, et puis je crois que l'école, l'idée dans les petites classes, c'est d'offrir aux enfants le spectacle du monde, les Oui. édifier, leur faire apprécier un petit peu toute la variété Après, des connaissances. là où- Et ensuite, peut-être qu'il faudrait plutôt, oui. comme ça se fait en Suisse, c'est-à-dire à la fin de la troisième, beaucoup d'enfants choisissent déjà leur orientation, et c'est très bien. Il y a beaucoup de métiers qui n'exigent pas de maîtriser la littérature comparée, les intégrales triples, etc. Enfin bref, et donc c'est assez judicieux, disons, de ne pas prolonger les études Mais c'est paradoxal via Camille Nercy. d'exiger, de mettre comme objectif qu'il y ait 80% d'élèves qui passent leur bac et que parmi ces 80%, il y en ait 80, je crois l'année dernière 96 qui l'obtiennent. Oui. Hein, donc, en gros, ça veut dire 80% Donc, d'une classe 75%, d'âge oui, bien qui sûr. a le bac, Ah oui. un peu plus que 75%, je Oui, pense, un peu peu plus. importe. Oui, oui, Donc de se mettre ça comme objectif, politique et idéologique, ce qui veut dire ces gens-là, une fois qu'ils ont le bac, fatalement, ils veulent faire des études supérieures, évidemment. et en même temps de déplorer, que les élèves n'entrent pas plus dans l'apprentissage, qu'ils ne choisissent pas qu'on ne choisisse plus les voies professionnelles, et cetera. Et l'autre problème, voilà, c'est le collège unique. Pourquoi on envoie, toute une, génération, à chaque fois, c'est entre 700 et 800 000 enfants qu'on envoie, faire des études supérieures, alors que parmi ces gens-là, il y en a sans doute, peut-être la moitié, voire les 3/4. En Suisse, c'est à peu près, 70% des élèves qui ne font pas d'études supérieures, qui ne passent pas la maturité, donc Oui, l'équivalent oui. du bac, et qui s'orientent plutôt vers une formation professionnelle, ce qu'on appelle une formation duale en Suisse, et ça se passe très bien. Ces gens-là peuvent revenir dans les études s'ils ont besoin, par exemple, ensuite d'apprendre, je sais pas quoi, le marketing ou, La mercatique. la gestion d'entreprise, pardon. Ah oui. Bref, Oui. et donc il y a comme cette question-là est quand même une question pertinente. Non, non, tout à fait, bien L'orientation sûr. Oui, oui, bien sûr. un peu plus précoce, disons. Bien sûr. Erwan Keinec, peut-être, Oui, ben, vous qui travaillez à l'université, vous Oui, avez peut-être une vision très claire du problème. c'est vrai, on connaît ces problèmes à l'université, où le taux d'échec dans les 3 premières années est tout à fait considérable. D'ailleurs, un ministre s'en était saisi il y a quelques années, mais j'avoue que le nom du gouvernement m'échappe. Mais ça participe, ce type de fuite en avant dans la diplomation, effectivement, qui ouvre la voie à l'enseignement supérieur. Ça participe d'un phénomène qu'on connaît bien, qui est un phénomène inflationniste. Oui. On dit que trop de lois tue la loi. En fait, trop de lois déprécient la loi. Trop d'impôts déprécient l'impôt. Trop de monnaie déprécie la monnaie. Trop de diplômes déprécient le diplôme. Oui. Et des objectifs trop élevés d'accès à l'enseignement supérieur déprécient le diplôme, démotivent les étudiants, ce que l'on peut en plus comprendre, parce qu'il y a un véritable problème d'adéquation entre les diplômes qui sont servis et les rémunérations auxquelles elles ouvrent droit, auxquelles ces diplômes ouvrent droit, sur le marché du travail. Et ce qu'on observe d'ailleurs, parce que j'ai fait une étude récente là-dessus dans le cadre d'une étude sur la décarbonation des économies, et l'un des enseignements périphériques, c'est que les pays qui réussissent, les pays dont le taux de croissance, la productivité de la population est importante, sont précisément des pays qui n'ont pas ou qui ont beaucoup moins ce problème, qui diplôment moins de gens, mais qui les diplôment beaucoup mieux, Oui, oui. et qui, en réalité, produisent un niveau de qualification, c'est-à-dire de capital humain, comme on dit de manière imagée, pas toujours très agréable, mais c'est de ça dont il s'agit quand même, qui est vraiment en adéquation avec une économie elle-même dynamique. Parce que, évidemment, nous, ce qu'il y a de formidable en France, c'est que nous produisons plein de diplômés Oui. de l'enseignement supérieur, mais avec une croissance économique et un tissu d'entreprise qui est très en deçà du potentiel qui devrait être le sien, compte tenu des qualités de notre pays. Mais l'économie française est atone, le pays est économiquement en déclin, tout un tas de chiffres en attestent, et évidemment, qui paye ça ? Eh bien, en premier lieu, les jeunes diplômés. Quant à la communication, je reviens juste là-dessus brièvement, malheureuse, probablement en effet que la langue d'Elisabeth Borne a On fourché. l'espère. Alors d'abord, elle traduit quelque chose pour lequel il m'arrive même d'avoir de la compassion. Elle traduit le désarroi de notre classe politique face à des problèmes dont ils n'ont pas les clés et qui les obligent à se justifier de manière de plus en plus maladroite et crispée. Moi, je prends un autre exemple parce que je suis en train de travailler là-dessus. Récemment, tout de même, la ministre de la Transition écologique a assumé, manifestement, dans un article de presse, que les Français qui étaient contre le fait de lutter contre le dérèglement climatique, c'était ça, les Français hostiles à la lutte contre le dérèglement climatique, c'est exactement la phrase, étaient des ennemis des Français.
Alors je suis allé voir qui avait utilisé l'expression, par exemple, ennemi du peuple. Ah oui, On trouve du beau linge, si je puis dire. Alors, Jacques Hébert. Oui, sur le plan, c'est une expression de dictateur totalitaire. Oui, C'est tout de même quelque chose qui est impressionnant, je trouve, sur le plan communicationnel. Alors, je pense qu'il y a un problème de calibrage de la communication et de maîtrise de la communication publique de la part de nos ministres et de nos élus. Voilà, et tout à fait. Et donc ça... Il faut changer de peuple. Alors c'est ça, il faudrait éventuellement changer le peuple. Et puis derrière, alors j'en termine là-dessus, il y a quand même une petite... Il y a beaucoup de déclarations qui font sens vers une volonté de contrôle social accru du gouvernement sur la population. Oui, c'est bien sûr. particulièrement le cas en matière de politique écologique. Oui. Mais on le voit également en matière de politique éducative, on le voit en matière de logement, bon, c'est lié à la politique écologique, etc., etc. Et on le voit dans ce site gouv.fr dont je parle, il vous explique, si j'ose dire, comment pisser. Enfin, je veux dire, Oui. Non, mais c'est Oui. délirant. Oui. Il y a une... Oui, enfin, on parlait récemment, d'ailleurs, combien de fois il fallait porter un t-shirt avant de... Enfin, une chemise, un polo, pardon. Combien de fois il fallait porter un polo avant de le laver, etc. Enfin, vraiment, il se mêle de tout, quoi, de tout. Oui, c'est vrai que la petite enfance les obsède. Oui, Le fait d'avoir abaissé l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans, d'avoir de fait interdit l'instruction en famille, on voit bien quand même qu'il y a un délire maoïste de prendre en charge et de prendre en main les enfants dès leur plus jeune âge. Alors, Bientôt, on aura des crèches d'État et... Dès leur plus jeune âge, puisque c'est Macron qui a lancé le programme des 1000 premiers jours, les 1000 premiers jours qui intègrent d'ailleurs la grossesse, j'imagine, après les 14 semaines d'aménorrhée, enfin peu importe. Voilà, donc c'est l'obsession, effectivement, de s'occuper de ça. Alors c'est d'autant plus choquant, cette obsession, qu'on a découvert récemment, là, que la mortalité infantile en France était beaucoup plus élevée que dans la moyenne des pays européens, enfin nettement plus élevée, disons, puisque nous sommes à 4,5 pour 1000 de garçons et 3,7 pour 1000 de filles, puisque la mortalité des garçons est toujours un petit peu... mortalité infantile, pardon, est toujours un petit peu supérieure à celle des filles. Là où la moyenne européenne est 3,5 pour les garçons, j'avais dit 4,5 en France, et 3 pour les filles, j'avais dit 3,7 en France. Voilà, et donc, dans certains pays, comme par exemple la Suède, c'est 2,5 pour 1000, j'imagine que c'est une moyenne filles-garçons, 2,5 pour 1000. Donc voilà, et alors c'est quand même un véritable échec, et les spécialistes s'interrogent un petit peu sur la stagnation de cette mortalité infantile en France, qui baisse ailleurs, mais qui continue à être assez élevée en France. Alors le problème, c'est que c'est difficile de déterminer la cause. Est-ce que c'est les autorités régionales de santé là, qui sont nulles et qui ont bureaucratisé l'hôpital au point que les enfants y meurent, les nourrissons y meurent? Est-ce que c'est parce qu'il y a 400 000 sans-abri en France, et de l'alcoolisme, la misère, etc., enfin, qui peuvent aussi être des raisons de... Puisque c'est la mortalité infantile, c'est le calcul des enfants morts dans leur première année d'existence. Donc est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que certains disent aussi, ça peut être parce que la France, mais peut-être pas avec de telles différences de pourcentage, que la France fait plus d'efforts en néonatologie pour faire venir au monde des enfants prématurés, etc. Et que, évidemment, ça entraîne aussi une mortalité infantile un peu plus élevée pour ces enfants pour lesquels on a consenti plus d'efforts ou plus de... Enfin voilà, donc je ne sais pas trop, je sais pas, mais en tout cas, le chiffre est préoccupant, disons, de se dire... disons que ça traduit là aussi les difficultés de notre système de santé. Si on élargit la perspective, parmi les choses qui ne vont pas très bien et qui vont moins bien que ce qu'on croyait d'ailleurs avant la crise sanitaire, il y a l'état de notre système de santé. Et ça renvoie à un problème économique, c'est ça qui est intéressant de manière très très générale, c'est que la demande de soins croît, ce qui est normal, c'est lié au vieillissement de la population. Alors, et les problèmes de néonatalité devraient, s'estomper si l'on en croit les statistiques ou là, en tout cas la prospective démographique. Je ne sais pas s'il y a lieu de s'en réjouir, mais en tout cas... c'est un nombre pour 1000. Alors, mais bien sûr, il est très faible, moins dans l'absolu. Oui. Mais il y a ce hiatus économique entre une demande qui croît, donc qui doit faire augmenter les prix, le prix des soins,
Et le fait que ces prix soient bloqués pour des raisons de maîtrise des comptes publics, bloqués par la sécurité sociale, ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Et donc vous avez une demande qui croît, une offre rationnée, dont le numerus clausus est la modalité la plus connue. Le fait qu'il y ait moins de soins, parce que moins vous avez d'offres de soins, moins le coût des soins à assumer par l'autorité publique sera important. Et le prix ne fait pas l'intermédiaire entre ces deux forces qui tirent à l'envers sur le marché de la prise en charge sanitaire. Et ça crée un problème économique qui est sévère, qui va vers un rationnement généralisé de l'offre de soins, alors que la demande sera de plus en plus importante. Bon, disons que le problème auquel vous faisiez allusion renvoie à celui-ci qui est plus général. Fort bien.